France traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial. Et c'est le Parti socialiste, très clairement, qui finance, qui permet de... Alain Désir ne dit rien. Mais moi, depuis l'âge de 16-17 ans, on est engagé pour la Palestine. Donc à un moment donné, lorsque vous avez un ministère qui régit d'anciennes colonies, qu'est-ce que ça veut dire ? Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode du long format. Comme vous le savez, c'est 1 heure d'interview avec un invité exclusif qui n'a pas la possibilité de s'exprimer sur ces plateaux télé que vous détestez, dans lesquels ils ont 2-3 minutes de parole. Et encore, ces plateaux télé qui ressemblent beaucoup plus à des bistrots. Ici, vous n'êtes pas au bistrot, vous êtes dans le long format. Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Avant toute chose, classique, abonnez-vous, partagez, commentez un maximum ces contenus pour que vive le long format, surtout pour que vive la liberté d'expression. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, un invité de qualité, un homme révolté, un homme qui s'est battu sur beaucoup de fronts et surtout sur celui de l'antiracisme. J'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir Monsieur Claudie Siard. Bonjour, Monsieur Siard. Oh, bonjour, merci. Vous allez bien ? Merci, oui, merci beaucoup de m'accueillir. Bienvenue, Monsieur Claudie Siard, d'origine français guadeloupéen, comme on pourrait dire français Afro-caribéen de la Guadeloupe. Afro-caribéen de la Guadeloupe, panafricain, humaniste, français révolté, comme je les ai dit, mais aussi journaliste, animateur, chanteur, fondateur de la fameuse radio Tropique FM. Vous avez été aussi délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer en 2011, sous Nicolas Sarkozy. Ouais, ça a l'air pompeux de le dire comme ça. Mais chaque mot a son sens, et il faut le rappeler. Sous Nicolas Sarkozy, effectivement. Et son importance, effectivement, sous Nicolas Sarkozy. Un petit mot sur ce qui s'est passé, la condamnation pour vous ? Moi, je fais partie de ces gens qui... J'ai connu des décisions de justice qui ne m'étaient pas favorables dans des histoires d'affaires commerciales et autres. Oui. Et on n'est pas d'accord, on fait appel, on peste. Et on ne va pas jusqu'à mettre en péril l'institution judiciaire. Et nous vivons des temps aujourd'hui où tout est fragilisé. Ce pays n'est plus vraiment gouverné, on est dans une incertitude totale, et des responsables politiques ou des personnes qui ont été en fonction et qui ont occupé les plus hautes fonctions devraient être les protecteurs de nos instances plutôt que de les affaiblir, et surtout l'entourage par des petites phrases, par des accusations qui, et tout le monde le sait, sont infondées. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui, dans notre période, à tout dévaloriser, et on va dire que, Et je trouve, lorsque des membres du gouvernement s'attaquent à une institution qu'ils sont censés défendre, protéger, c'est compliqué. Alors, beaucoup disent ça remet en cause la démocratie. Je pense que nous sommes dans des temps de repli identitaire, on va en parler, mais de véritables crises du monde occidental. On est vraiment à la croisée des chemins, comme on aime dire chez nous aux Antilles, et je pense que le pire est à venir, pas seulement pour des institutions, mais pour une frange de la population du monde occidental. Intéressant, et on va en parler. Si je vous ai invité aujourd'hui, comme on se le disait avant l'interview, c'est que je trouve qu'il y a une thématique qu'il va falloir aborder beaucoup plus en profondeur, et vous avez été un militant de cette thématique, c'est l'antiracisme. Et on va commencer notre entretien avec cette question, celle du mythe, de l'illusion, de ce rêve, de cet idéal. Est-ce qu'il a été atteint, cette France, black, blanc, beurre des années 90? On se souvient des manifestations, la France qui se célébrait dans sa diversité. Monsieur Siard, est-ce qu'elle a été un rêve, une illusion, ou alors on est passé pas loin? Ça a été un instrument politique à un instant T? Les rhizomes, les racines donc de ce black blanc beurre prend naissance dans les fins des années 70, début des années 80. Il prend naissance avec cette marche de la liberté, de la fraternité que l'on a appelée la marche des beurs, alors que nous étions tous concernés parce que ce pays-là était le nôtre. On considérait qu'il était le nôtre et que certains nous voyaient comme étant des pièces rapportées. Et donc, nous, on a toujours nourri ce truc parce qu'on était jeunes, on était ados, et que l'on se disait très clairement, nous, on va battre la bête immonde du racisme.
C'était parce que nous sommes là, parce que nous existons, parce que nous venons de là et d'ici, d'ailleurs et de ce territoire-là. On est toujours le fruit de la terre qui nous voit naître ou qui nous voit grandir. Cette idée du Black Blamber, lorsqu'elle est devenue conceptuelle, nous, elle nous a déplu. Elle nous a déplu parce qu'on a bien compris ce que cela voulait dire. Nous qui venions des années 80, de cette période où, lorsqu'on sortait du collège, des fachos sortaient de leurs camionnettes et frappaient tout ce qui était noir, arabe, asiatique, identifié comme juif, musulman. Nous, on a vu ça, on a suivi ça. Moi, je l'ai vécu. Et c'est comme ça, les premières bandes de banlieue, nous, on s'organise, à l'époque où j'habitais Vigneux-sur-Seine, on s'organise pour pouvoir aller les battre là où ils sont. Et moi, j'ai fait partie de bagarres. On allait à Saint-Michel, on allait les chercher dans leur antre, là où on savait où ils étaient. Et d'autres sont devenus très célèbres, les Black Panthers, les Black Dragons et tout cela. Il y a eu les requins vicieux. Enfin, il y a vraiment eu on s'est vraiment organisé pour ça. Et ils n'ont plus jamais fait le tour des banlieues. On a stoppé leur envie de venir. La peur avait changé de camp, pour reprendre une phrase toute faite. Et pour nous, l'idée qu'une France se regarde telle qu'elle est, avec sa diversité, parce que sa diversité ethnique, culturelle, c'est la somme de son histoire esclavagiste et son histoire coloniale. Et on n'arrivait pas, nous, dans notre logiciel, à comprendre que personne ne comprenne quelque chose qui est une évidence. Et le Black Blamber, effectivement, nous a gênés. Mais 98 est venu sublimer un peu tout ça. Et les gens se sont dit, et si on y croyait tous ensemble? Nous, on savait que ce n'était pas possible. Parce que depuis trop longtemps, nous subissions et nous avons vu les petits frères et les petites sœurs subir encore plus. Une marginalisation plus grande encore de la société, enfin, d'une frange de la population française. Donc, pour nous, c'était un véritable concept, mais à la fois, je vais essayer d'être honnête, enfin, je le suis, je pense qu'il y avait cette utopie-là, était sincère chez certains, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la religion. Ouais. Je pense qu'il y avait une envie chez certains de se dire, et si cette victoire sportive, ces victoires, parce qu'il y a l'équipe de France, effectivement, qui remporte sa première Coupe du Monde, mais il y a d'autres victoires. Oui, il y a voilà. Sportives. Exactement, individuelles souvent, mais d'autres victoires. Et si, effectivement, cette victoire-là pouvait nous permettre de nous regarder autrement et de dire à tous les Français, regardons-nous tels que nous sommes et que nous pouvons gagner le monde. On peut gagner le monde avec cette énergie extraordinaire de femmes et d'hommes qui, parce que assignés dans des quartiers populaires, qu'on appelle banlieues, on pourrait aller plus loin, on pourrait parler de Bantoustan. Dans la manière dont on a enfermé des gens dans des... C'est l'histoire du boxeur. C'est ça. C'est l'histoire du boxeur. Les boxeurs ne sont jamais issus des couches sociales les plus privilégiées. Les boxeurs sont toujours issus des classes populaires. Il faut pouvoir encaisser. Il faut pouvoir encaisser. Encaisser les coups, il faut vraiment avoir une raison plus forte. Et Mohamed Ali a sublimé ce sport. Il faut avoir une raison bien plus forte pour aller prendre des coups et donner des coups également. Effectivement. Je sais pas non, c'est tellement complexe et à la fois je veux croire en la sincérité de certains et comment dire au fait que certains aussi d'autres, les politiques, ont manipulé ce concept-là, on en fait un concept et l'ont manipulé. C'est très intéressant parce que vous avez cette lucidité, ce recul sur ces années-là pour dire il faut faire la part des choses parce que le combat était juste, le combat a été mené sur le terrain et à un moment donné, sur certaines strates, il y a eu une instrumentalisation qui a opéré. Et c'est là que je voudrais vous amener sur le sujet d'SOS Racisme. Qui a et rendez-vous avant. On a connu cette histoire. Voilà, vous étiez, vous m'avez dit avant l'interview, il y a des choses à dire. Il y a beaucoup d'affaires qui sont ressorties avec les années sur cette association. SOS Racisme, à un moment donné, ça a été un instrument politique pour, à un moment, peut-être horizontaliser d'une certaine manière les passions, ou à un moment, ça a été un instrument de cette gauche. La gauche, est-ce que cette gauche, elle a trahi ces gens qui se sont battus sur le terrain, parce que tracter, parce que mettre un vote dans une urne pour la gauche, c'était croire dans ce projet de France Black Blamber. Est-ce que cette gauche a trahi? Est-ce que SOS Racisme, ça a été cet outil-là, justement?
pour moi, ce n'est pas la gauche qui a trahi. Ouais. Ce sont des éléments, des personnes au sein de la gauche qui ont trahi les idéaux et qui ont trahi un projet de société qui était extraordinaire. Lorsqu'en 1981, les Français décident que François Mitterrand serait président de la République, il n'y a pas d'SOS racisme. Il y a des jeunes qui ont envie de casser, comme en mai 68, les carcans, qui ont envie, alors, et surtout des Français, j'ai horreur de cette expression, mais issus de l'immigration, comme s'il y avait un peuple qui s'appelait issu de l'immigration, comme s'il y avait un peuple qui s'appelait peuple de la diversité. Je referme cette parenthèse-là. Mais en tout cas, ces Français-là connaissaient le marigot de racisme et de discrimination dans lequel ils évoluaient et avaient envie de casser ça. Et puis d'autres Français aussi. On avait assez de ceux qui se comportaient comme une vieille France, même si Mitterrand était quand même un homme. Oui, on est en France. Il a son passé. Oui. Mais il y avait quand même autour de lui, il y avait une sorte, un dynamisme qui donnait de la modernité, enfin qui laissait entrevoir une modernité de la vie française. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. La libération des ondes, ça a été un truc extraordinaire. Moi, c'est à ce moment-là que je commence à me dire que le monde de la radio et de la télévision plus tard serait, donc ce monde-là, médiatique, serait un monde pour moi où je pourrais exprimer les combats que nous menions déjà, nous en tant qu'adolescents. On va peut-être reparler de la Palestine et tout cela, mais moi, depuis l'âge de 16-17 ans, on est engagé pour la Palestine. Et donc, on est dans un foisonnement, on est dans une France qui va... Et puis, il faut combattre le racisme, parce qu'il y a quand même ce Jean-Marie Le Pen qui est là, il y a quand même une France réactionnaire, on a entendu les déclarations des uns et des autres, et on sait. Et donc, SOS Racisme. Et là, c'est un truc extraordinaire. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'ai jamais adhéré à SOS Racisme. Je n'ai jamais adhéré à aucun mouvement antiraciste parce que j'estime que le racisme est une pathologie et je ne suis pas atteint par cette pathologie. Et donc, celles et ceux qui doivent aller chez le médecin, ce sont celles et ceux qui sont justement dans ce racisme-là et qui ne comprennent pas qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes en ayant cette haine de l'autre. Et là encore, je referme cette parenthèse. 1983, en place de la Concorde, c'est un moment extraordinaire. Je suis là avec d'autres, évidemment. On est heureux parce qu'on est tous ensemble et on dit « touche pas à mon pote ». Il y a Harlem Désir, il est comme un symbole pour nous. Il y a, pas loin, il y a Julien Dray. Et ces gens-là entraînent toute une jeunesse à se dire « un autre monde est possible, une autre société française est possible ». Il y a évidemment la dimension politique, parce qu'il a fallu financer tout ça. Et c'est le Parti socialiste, très clairement, qui finance, qui permet de... Il y a évidemment, puisqu'on est en politique, il y a évidemment chez les socialistes, la gauche. Oui, il y a, regardez, ça, c'est une arme supplémentaire que nous avons contre vous, l'extrême droite. Dans le même temps, ça excite évidemment les gens d'extrême droite, ce truc-là, mais comment? Enfin bon, bref. Et puis, et là, je vais faire un bond en 2025, Julien Dray a déclaré sur un média d'opinion, CNews, d'extrême droite, pour pas le... CNews, il dit « Je regrette d'avoir créé SOS Racisme ». Et puisque vous parliez de manipulation, là, effectivement, lorsque je vous disais « ce n'est pas la gauche qui a trahi les idéaux et cette utopie-là, cette envie de changer le monde », mais des éléments, des personnes au sein de la gauche qui pourtant avaient la confiance de François Mitterrand, avaient la confiance de celles et ceux qui, autour, se sont dit « Allez, on y va ». On n'entend pas Harlem Désir. Harlem Désir ne dit rien. On ne l'entend pas sur ces questions-là, sur tout ce qui se dit, dans tout ce racisme librement exprimé aujourd'hui en France. Et lorsque vous avez quelqu'un comme Julien Dray qui est capable de déclarer ça, ça peut remettre en doute la sincérité dans l'acte de naissance d'SOS Racisme. Et dans le même temps, il y a eu d'autres hommes. Faudé Silla était sincère lorsqu'il était président. Et Dominique Sopo, aujourd'hui, est un homme sincère dans ce combat-là, puisqu'il est à la tête d'SOS Racisme. Donc, on pourrait reprocher beaucoup de choses à la gauche, mais moi, je préfère que l'on pointe du doigt des éléments, des personnes très clairement identifiées qui, aujourd'hui, qui ont trahi la cause, qui ont trahi la France même, en réalité. Toute cette envie de toute cette France, je pense que la France des années 80, du début des années 80, milieu des années 80, beaucoup étaient dans l'ignorance et avaient envie d'un pays apaisé sur ces questions-là.
Et on est allé, la gauche, alors là, pour le coup, gouvernementale, et pas seulement, vous savez, les histoires de la grotte d'Ouvéa, ce qui s'est passé, l'assassinat d'Eloua Machoro, les Kanaks et tout ça. Nous, on a commencé à se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est-à-dire que cette gauche que l'on pensait anticoloniale a finalement commis des crimes coloniaux et a entretenu un néocolonialisme qui, pour nous, n'était pas acceptable. Nous, on était persuadés que la gauche allait aller vers une décolonisation de la Kanaki. Pourquoi? Parce que les peuples autochtones sont encore là et que l'histoire, elle est là. Elle est là, on sait très bien. Les Français sont arrivés, ils ont pris la terre des gens, ils les ont massacrés. C'était les lois d'indigénat. Ils ont déporté d'ailleurs les résistants kabyles en Nouvelle-Calédonie, les Algériens, exactement, en Kanaki. Enfin bref, c'est une vraie terre coloniale. Et on pensait qu'on irait vers la décolonisation. Je suis désolé. Vous m'amenez sur ce sujet-là qui est très intéressant, qui est celui, et d'ailleurs vous me l'avez précisé dans ma présentation, sur l'afro-caribéanité, mais aussi ces territoires d'outre-mer que vous avez défendus, des identités que vous avez défendues. On a beaucoup entendu parler du coût de la vie, de l'augmentation du chômage, de la difficulté de vivre dans ces territoires. Vous, qui êtes d'origine guadeloupéenne, dans quel état aujourd'hui se trouvent ces territoires? Et les gens avec qui vous avez ce rapport, ce lien, cette proximité. J'ai envie que vous mettiez le focus sur ces zones-là qu'on oublie énormément. Alors, on ne parle jamais sur l'accès aux soins, sur le prix, le coût de la vie. Vous savez pourquoi? Là, vous venez de citer plusieurs exemples d'inégalité de traitement. Il y a une raison à cela. Ces territoires-là, ce sont des colonies. C'est le reste de l'empire colonial français. Ce ne sont pas des départements français à part entière. Non, ce sont certes des collectivités sur le papier, mais en réalité, elles sont traitées comme étant encore en périphérie de la France hexagonale, de la métropole, pour employer un terme colonial. Vous avez dit que j'ai été délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer sous Nicolas Sarkozy. Lorsque je suis entré dans cette fonction-là, c'est le militant qui est entré. J'ai mis du temps avant d'accepter. J'ai mis 2 mois avant d'accepter parce que à la fois Nicolas Sarkozy était président et j'avais très peur de savoir comment les uns et les autres allaient prendre ça. Celles et ceux qui me suivent et qui me font confiance. Et j'ai appelé Christiane Taubira, qui est une grande sœur, et je lui dis voilà ce qu'on me propose. Elle m'a mis en garde en me disant attention, mais si toi tu y vas, ça peut avoir du sens parce que je résume, je sais qui tu es. Donc j'ai fini par accepter. Et dans mon dernier rapport de délégué interministériel, je dis ce que aucun autre délégué n'aurait osé dire parce que c'est des gens qui étaient dans la carrière politique et pas moi. Et je dis, alors ce dernier rapport s'appelait « Les 10 exemples flagrants d'inégalité de traitement envers l'outre-mer et ses originaires ». Et dans un des paragraphes, je signifie très clairement en disant que la France traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial et que les originaires d'outre-mer sont fondés à aller vers une évolution statutaire, c'est-à-dire l'autonomie et l'indépendance. Et dans les 10 exemples, parmi les 10, nous sommes début 2012 et je cite la vie chère, parce que c'était déjà une évidence. Et là, ça a été alors, on était en période électorale, la gauche se saisit de ça en disant « Ah, regardez ce que dit le délégué interministériel de Nicolas Sarkozy ». En gros, alors que j'étais... Un délégué interministériel, ce n'est pas un poste gouvernemental, c'est le plus haut grade de l'administration. Voilà, c'est important de le préciser. Parce que lorsque Nicolas Sarkozy a perdu les élections, moi j'ai continué à être délégué interministériel. Et c'est moi qui ai démissionné le 27 juillet 2012 pour reprendre mon métier le lundi 30 juillet. Et je n'ai été dénommé en Conseil des ministres que le 4 octobre 2012. Donc voilà. Vous avez gardé... voilà. On me disait, bon ben voilà, tant que tu n'es pas dénommé, tu es encore délégué interministériel. Bon. Et donc lorsque je dis ça, c'est parce que je suis conscient de ce que la France commet envers ces territoires-là et les originaires. Nos territoires sont des colonies et rien d'autre. Je vais vous donner un exemple flagrant. En connaissant vraiment, j'ai compris comment fonctionnait l'État vis-à-vis de nous.
Et j'ai surtout aussi compris comment fonctionnaient les médias vis-à-vis de nous. Maintenant, lorsque vous regardez France Télévisions, France 2, vous avez la météo outre-mer. Et ben, c'est lorsque j'étais délégué interministériel où je n'ai pas imposé, je voudrais remercier 3 personnes. Claude Esclatine, qui n'est plus de ce monde, Gilles Camouilly et Laurent Romeshko. C'est-à-dire qu'on a travaillé pour que France 2 ait un bulletin outre-mer. Je leur dis, et j'expliquais, si on nie les territoires qui sont français, départements, collectivités et autres, si on nie ces territoires-là dans la représentation de la France, cela veut dire que vos problématiques sont niées, et bien plus encore. C'est-à-dire que vous n'existez pas. Vous n'existez pas. En 2009, j'avais déjà fait la démonstration, j'avais brandi, j'étais sur le plateau, c'était Paul Amar qui m'avait invité sur son plateau, et oui, je sais, et j'avais brandi... Il a changé de plateau. Totalement. Et j'avais brandi le passeport. J'ai montré que sur le passeport, il n'y avait à l'époque que la France et la Corse. Les autres territoires n'existaient pas. Et là, je sais que ça avait fait bouger l'administration française qui, maintenant, vous prenez votre passeport et vous verrez que sur votre passeport, il y a la France avec tous les territoires d'outre-mer autour. Et ben, c'est à ce moment-là, en 2009, en pleine crise d'outre-mer, à partir du 20 janvier 2009 pour la Guadeloupe et 5 février pour la Martinique, c'est à ce moment-là que je montre ça. Donc, quand j'arrive en 2011 délégué interministériel, je ne suis pas fou, je sais exactement ce que j'ai à dire et à faire au sein de cette fonction-là. Et donc, je dis très clairement à l'État, alors, je suis parti un peu loin, mais lorsque la gauche dit « Regardez ce que dit le délégué interministériel », moi, je suis invité sur tous les plateaux, RTL, Europe 1, enfin un peu partout, et je dis « Non, ce n'est pas une question de droite. Tous les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, sont responsables de la situation. Parce qu'on est là face à une responsabilité étatique et pas une responsabilité gouvernementale. Il y a une négation de l'identité française dans sa diversité. C'est-à-dire qu'on acceptait qu'il y ait un drapeau breton, qu'il y ait une identité bretonne, ou alors Alsace, Corse, mais Martinique, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, ceux-là, eux, ne pouvaient pas. Parce que ce sont des colonies. J'expliquais, par exemple, toujours en tant que délégué, dans des entretiens, je dis, on permet aux Corses d'avoir des dispositifs que l'on refuse à d'autres territoires d'outre-mer. La Corse, c'est Parlement corse. Outre-mer. Et puis, ce que je dis là est étayé, ou en tout cas est confirmé par un hôtel particulier, un ministère, c'est le ministère des Outre-mer. Le ministère des Outre-mer. À quoi sert le ministère? C'était l'ancien ministère des colonies. D'accord. C'était le même hôtel particulier. Donc, à un moment donné, lorsque vous avez un ministère qui régit d'anciennes colonies, qu'est-ce que ça veut dire? Et le message est clair, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas de nos erreurs et que l'histoire... Pas les Français comme les autres. Bien sûr. Vous avez un ministère qui est là pour gérer ces gens-là. Je dis bien ces gens-là. Qui ne font pas partie de la communauté nationale, finalement. Non. Et lorsque j'ai fait ce bulletin météo, France 2 l'a fait, France 3 à l'époque avait refusé. Alors depuis maintenant, Laurent Romeshko le fait avec Météo à la carte, mais à l'époque, ça avait été refusé. M6, Nicolas Taverneau, qui a dirigé la chaîne à l'époque, que je connaissais pour avoir travaillé sur M6, et oui, pas de problème, on va le faire. Regardez M6, il n'y a jamais de météo outre-mer. TF1, de temps en temps, ils mettent l'outre-mer. Mais les médias, on n'existe pas. Mais même directement, je veux dire, sur le tissu économique, ou même, je vous parlais de la santé. Bon, la vie chère, c'est une chose, mais vous avez eu des drames comme celui du chlordécone, l'utilisation de produits qui ont complètement pourri. Des colonies. Parce que la Guadeloupe et la Martinique sont des colonies. Sans aucun contrôle. Ouais. Et donc, on est capable de permettre à des gens, les maîtres de ces territoires-là, on est capable de leur permettre d'utiliser des pesticides qui sont interdits dans le monde entier. On a encore une situation, un schéma un peu avec Becquet. On est encore là-dedans? Oui, bien sûr. Encore une fois, moi, parmi les gens que je connais, que je côtoie et pour qui j'ai de l'estime, il y a des Becquets. Mais ils sont quand même Becquets. Ils sont quand même les héritiers de fortunes acquises dans le sang, dans la sueur, dont la Martinique et la Guadeloupe sont gorgées de l'esclavage. La famille Ayotte. La famille Ayotte et d'autres familles. C'est ça la réalité. Et donc, moi, dans une de mes chansons, puisque je ne sais pas si vous l'avez dit, mais j'ai également fait de la musique et j'ai dit chanteur. Voilà, et avec des chansons très militantes.
Et dans une de mes chansons, je dis « Toutes les terres que possèdent les Békés, ils devront les partager avec nous ». Une chanson, cette chanson-là, c'est l'album, c'est 96, cet album-là. Et lorsque je dis ça, je ne fais pas injure à mes connaissances Békés. On ne choisit pas sa naissance. Hein. Et moi, je prône une réforme agraire. Je prône une réforme agraire en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, enfin partout où il y a eu l'esclavage. Et ça, l'État français en est incapable. Il y a un abandon de ces territoires. On a laissé... Non, il n'y a pas d'abandon. Au contraire, il y a une vraie prise en main réelle de ces territoires-là. Et lorsque les gens se révoltent, on leur envoie, vous verrez, ça se fait un peu partout sur le territoire maintenant, on leur envoie la police pour mater ces gens-là. Oui, il y a des arrestations, des prisonniers. Vous considérez qu'il y a des prisonniers politiques aujourd'hui? Moi, alors, je pense, sans prétention aucune, mais lorsque, en Guadeloupe, ce qu'on a appelé Guadeloupe, Martinique, ce qu'on a appelé les grands frères ont été incarcérés, j'ai dit que ce sont des prisonniers politiques. Lorsque Christian Théin a été arrêté, c'est un prisonnier politique. La France a aujourd'hui, alors il a été libéré, même si j'espère qu'il pourra, normalement il doit pouvoir repartir sur son... oui, il a été autorisé à repartir en Kanaki, mais la France a des prisonniers politiques. Et les prisonniers politiques en France, ce sont tous des prisonniers politiques de son ex-empire colonial. Ouais, ça dit le traitement différent qui... Connaissez-vous un autre prisonnier politique français parce qu'il est opposé à la politique du gouvernement ou à la vision du président de la République? Moi, dans les partis que nous connaissons, je n'en connais aucun. Toutes celles et ceux qui sont retrouvés en prison sont des femmes et des hommes qui appartiennent au territoire, à cet ancien, oui, empire colonial. Ouais, c'est ce que j'ai dit, oui, les confettis de l'ancien empire colonial français. C'est ça la réalité. Moi, j'essaie toujours d'être très factuel, même s'il y a toujours un peu d'émotion parfois, mais j'essaie d'extirper l'émotion du propos qui est le mien. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à votre parcours, et notamment en tant que journaliste. Vous avez côtoyé donc une sphère qu'on appelle médiatico-politique, et vous êtes vous avez lutté contre pour l'antiracisme, pardon. Est-ce que dans ces sphères-là, vous avez ressenti ces discriminations, et est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, et on le voit de plus en plus, parce que maintenant ça s'affiche en gros et en bandeau sur certaines chaînes, que finalement ces milieux-là n'ont pas fait quelque part le travail que d'autres ont pu faire, hein, parce que dans la commune, on va dire, sur le terrain, le racisme, on va dire les discriminations, le vivre ensemble existe en tout cas dans certaines zones. On va dire chez la personne lambda, je veux dire, c'est pas, je parle d'expérience, hein, au niveau de certaines sphères, plus on monte, on a l'impression qu'il y a de moins en moins de diversité, et vous le soulignez très bien en dehors de cet entretien. Au niveau du service public, par exemple, pourquoi il n'y a plus la diversité qui a été mise en avant pendant un temps? Est-ce que vous avez subi ça dans votre parcours? Longue question, mais qui trouve son chemin. Oui, parce qu'en réalité, vous et moi, nous connaissons l'odeur du racisme et du rejet. Et nous sommes des millions en France à le comprendre, et de génération en génération. Et donc, ça nous permet d'apprendre plus vite, de comprendre les tenants et les aboutissants, de savoir là où ça ne va pas, de décrypter des épisodes cathodiques ou de ce que... pour nous, ça va très vite. On comprend parce que nous sommes les victimes, donc on réfléchit autrement. Ouais. Lorsque vous avez en face de vous des gens qui n'ont pas la conscience d'être les responsables de cette discrimination-là, de ce schisme au sein de la population française, c'est compliqué. Lorsque vous avez une éducation nationale qui finalement n'a pas enseigné les choses avec une vraie vision pour l'avenir, c'est-à-dire en disant l'histoire, c'est l'histoire. Si on avait enseigné par exemple la guerre d'Algérie comme il aurait fallu dans les livres d'histoire, je pense qu'aujourd'hui, nous n'aurions pas une génération de responsables politiques qui souhaitent quelque part une troisième mi-temps. C'est-à-dire qu'ils souhaitent en découdre avec l'Algérie. Oui, on aurait réussi à apaiser tout ça. Si on avait enseigné, et depuis les indépendances des années 60,
pour l'Afrique subsaharienne si on avait enseigné ce que fut la colonisation, la violence coloniale. Si on avait dit, écrit dans les livres d'histoire, la colonisation est un crime contre l'humanité, la domination d'un groupe humain sur un autre groupe humain est un crime contre l'humanité, la déshumanisation, c'est la colonisation. C'est ça la colonisation, c'est de la déshumanisation. Si on avait enseigné l'esclavage autrement, en disant voilà ce qui a été commis. Mais aujourd'hui, notre force, c'est que nous arrivons à faire nation. Nous pouvons en tout cas faire nation si nous arrivons à dépasser ça. Mais pour dépasser les crimes, il faut qu'ils soient expliqués, exprimés, il faut qu'ils soient dits. Pour soigner une pathologie, il faut que l'on sache exactement ce que revêt cette pathologie-là. Si vous aviez Delphine Ernotte aujourd'hui en face de vous lui diriez... Donc, pardon, autant pour moi. Non, mais c'est très bien, merci beaucoup, parce que parfois je pars très loin. Non, mais c'est effectivement, donc vous avez des générations qui naissent, élevées, sans comprendre pourquoi, sur le banc de l'école, il y a un Arabe, un Kabyle, un Asiatique, un Antillais, un Malien, un Congolais, un Ivoirien. C'est pas, lui, il est d'origine, mais oui, mais si nous sommes là, c'est parce qu'il y a une histoire. Voilà, parce qu'il y a l'histoire. Et lorsque vous n'avez pas ça, c'est très compliqué. Lorsque de jeunes Français blancs, et selon leur milieu, arrivent après en fonction à la tête d'une entreprise d'État ou dans l'administration à des postes importants et regardent celui qui n'a pas la même couleur de peau que lui comme étant une pièce rapportée, comme étant une personne issue de l'immigration. Ah oui, toi vous êtes de la Réunion, ah oui, toi vous êtes des Antilles, ah oui, mais vous êtes français. Le fait de le dire comme ça veut dire que c'était pas tout à fait assimilé. Alors pour les autres, alors là. Et lorsqu'aujourd'hui je regarde le service public et je vois qu'il n'y a aujourd'hui sur France Télévisions aucun animateur, producteur afro, et je parle afro d'Afrique subsaharienne ou des Antilles, c'est d'une telle violence, là où sur des médias d'opinion, des médias privés, il y a presque plus de diversité. C'est très compliqué. Et on se dit, mais donc ce repli identitaire dont je parle beaucoup, c'est une réalité. Et c'est une violence pour la France. Et c'est hypothéquer l'avenir de ce pays-là. Lorsqu'en 2008, tout le monde parlait de crise financière, je disais toujours aux politiques, la vraie crise qui guette la France, c'est pas la crise financière. La crise financière sont des mécanismes. On va perdre tes profits, on va arranger le truc, il y aura des liquidations, il y aura des sociétés, des gens peut-être vont sentir tellement responsables qu'ils vont se suicider. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, mais ça, ce sont des mécanismes pour moi. Des choses que l'on fabrique. En revanche, vous ne fabriquez pas, vous ne pouvez pas savoir ce qu'est le repli identitaire, ce que ça crée dans la tête de ceux qui en sont victimes ou ceux qui prônent justement une France blanche et on en a marre des autres parce que c'est un pays judéo-chrétien, ce qui veut d'ailleurs rien dire. La France n'a jamais été judéo-chrétienne. Elle a été païenne, elle a été chrétienne et elle a tenté de tolérer ceux qui étaient de confession juive, avec tout ce que l'on sait, tout ce que la France a pu commettre et surtout au moment de la Seconde Guerre mondiale occidentale.